Steve a grandi dans le Midwest, aux États-Unis, dans les années 90. Sa famille et lui vivaient dans une communauté très soudée, et des fêtes et des barbecues étaient souvent organisés entre voisins. C'était le véritable rêve américain réalisé. Steve et son frère étaient très bons amis avec tous les autres enfants du voisinage, et à chaque fois qu'un de ces rassemblements était organisé, tous les enfants se réunissaient de leur côté pour jouer au jeu de la sardine, une variante de cache-cache. Pour éviter de perdre du temps à chaque fois pour choisir qui se cacherait et qui chercherait, Steve et son frère se portaient généralement volontaires pour être ceux qui cherchent. Il y avait cette énorme zone boisée juste à l'extérieur de leur quartier, où les parties de jeu se déroulaient habituellement. Et puisqu'ils allaient souvent là-bas avec leur père pour pêcher, Steve et son frère connaissaient bien l'endroit. On peut dire que les enfants étaient très compétitifs. Steve se souvient d'une journée en particulier qui l'a marqué. C'était le 4 juillet 1996. La communauté tout entière avait organisé une grande fête dans le parc du quartier. Et bien sûr, cela voulait dire que tous les enfants du voisinage allaient pouvoir avoir leur partie traditionnelle du jeu de la sardine, une des plus grandes qu'ils aient jamais organisées. Elle devait commencer à la tombée de la nuit, après le spectacle de feux d'artifice. Le temps que les feux d'artifice se terminent, il était aux alentours de 21h30. Tout de suite après, les deux frères ont commencé à rassembler les autres enfants, et le temps que tout le monde arrive, il était aux environs de 21h45. La partie a démarré, et au début, elle a commencé comme toutes les autres. Les enfants les moins doués pour se cacher ont été retrouvés dès les 10 premières minutes, mais il restait cependant d'autres enfants, les plus âgés, qui s'étaient cachés dans les recoins les plus reculés et obscurs du parc. Leurs parents leur répétaient constamment de ne jamais s'aventurer trop loin dans les profondeurs des bois. Pour vous donner une idée plus précise de l'endroit, le parc où ils étaient était situé tout au fond de leur quartier. Au-delà de ce parc se trouvait la forêt qui s'étendait sur environ 5 km, et encore au-delà se trouvait l'autoroute qui menait en ville. La chasse n'était pas autorisée dans cette forêt, en raison de sa proximité avec la zone résidentielle. Les habitants rencontraient donc souvent des cerfs et d'autres petits animaux sauvages dans cette zone. Bref, pour en revenir aux enfants, leur partie de cache-cache continuait, et malgré les efforts des joueurs pour se cacher le mieux possible, Steve et son frère avaient réussi à trouver la plupart d'entre eux, à l'exception d'une petite fille qui était âgée de 8 ans. Appelons-la Ashley. Steve a trouvé ça très étrange de ne pas réussir à la trouver, car Ashley n'était habituellement pas très douée pour se cacher. Il s'est dirigé vers le petit lac qui se trouvait non loin de là, et qui était le dernier endroit où il pourrait chercher avant de prévenir un adulte qu'il n'arrivait pas à trouver la petite fille. C'est à ce moment-là que Steve a ressenti un étrange malaise, comme un mauvais pressentiment. Il n'avait que 11 ans à l'époque, mais même à son jeune âge, il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Il se rappelle très clairement du reflet de la lune sur la surface ridée de l'eau, alors que lui et 2 autres enfants faisaient le tour du lac. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à entendre un drôle de bruit qui semblait provenir de derrière les arbres. On aurait dit une lame s'enfonçant dans de la viande encore et encore. Aucun autre son n'accompagnait ce bruit horrible. Les 3 enfants se sont lentement approchés de la lisière des arbres, inquiets. Lorsque l'un d'eux a dirigé sa lampe torche vers la source du bruit, ils ont vu une silhouette habillée d'un sweat à capuche qui était dos à eux. La silhouette semblait être à genoux, occupée à poignarder quelque chose avec un gros couteau de chasse. Dès que le faisceau lumineux a atteint la silhouette, elle a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait et s'est levée. Sous le choc du spectacle qui s'étalait sous leurs yeux, le grand frère de Steve lui a caché les yeux de sa main et leur a crié de courir vers le parc avec leurs parents. Les 3 enfants se sont donc enfuis à toutes jambes, le bruit de leurs bottes dans la gadoue les accompagnant alors qu'ils couraient aussi vite qu'ils le pouvaient. Dès qu'ils sont arrivés au niveau des adultes, le frère de Steve a raconté à son père ce qu'il avait vu. Le reste de la soirée n'est qu'un souvenir flou dans la mémoire de Steve. Il ne se rappelle que de la police qui est arrivée quelques instants plus tard, avant qu'il ne s'effondre de sommeil dans les bras de son père. Le lendemain matin, Steve a entendu dire qu'Ashley était rentrée avec ses parents alors que la partie de cache-cache était toujours en cours, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas réussi à la trouver. Il n'avait pas réussi à bien voir ce que l'homme à la capuche était en train de poignarder, mais son frère lui a dit que c'était une carcasse de cerf. En y repensant, il s'est dit que c'était probablement quelqu'un qui voulait chasser dans cette zone malgré l'interdiction, mais quelque chose le chiffonnait dans cette explication. Quel genre de personne poignarde violemment une carcasse de cerf dans le noir? Et même si l'homme n'était nulle part en vue lorsqu'ils étaient arrivés au niveau de leurs parents, Steve était certain qu'il les avait pourchassés. Il se demande ce qui leur serait arrivé s'il les avait rattrapés. Il n'a plus jamais revu Ashley, et ce fut la dernière fois que les enfants jouaient dans cette forêt. Quand Jeff avait environ 16 ans, il vivait avec sa famille dans une petite ville. Dans leur quartier se trouvait une maison abandonnée et délabrée. Elle était immense, presque suffisamment grande pour qu'on puisse littéralement l'appeler un manoir, mais elle était vacante depuis maintenant très longtemps. Un jour,
Le premier jour des vacances d'été pour être précis, Jeff a suggéré à ses amis d'aller explorer cette maison abandonnée. Tous ses amis ont accepté. Quelques jours plus tard donc, vers 19h30, ils se sont donné rendez-vous devant la maison et se sont faufilés à l'intérieur. L'intérieur de la demeure avait subi un incendie assez important, ce qui, ils ont pensé, était probablement la raison pour laquelle elle était vacante. La décoration avait probablement été impressionnante en son temps, mais tout était vieux et rustique désormais. Ils se sont mis à explorer les moindres recoins de la maison, le rez-de-chaussée, l'étage et même le sous-sol. Alors qu'il était en bas d'un escalier, Jeff a vu quelque chose traverser la pièce en un éclair devant lui. Il a commencé à devenir nerveux, l'ambiance n'aidant pas, puis il s'est dit que ce n'était probablement qu'un écureuil ou un raton laveur. Rassuré par cette idée, il a balayé toute sa nervosité. Il s'est dirigé ensuite vers le premier étage, et ses amis lui ont emboîté le pas. Il a ouvert la porte de la première pièce devant lui, pour découvrir un ours en peluche à taille humaine, posé assis sur une chaise de bureau, leur faisant face. Le groupe a trouvé ça plutôt glauque et leur nervosité est revenue, mais ça ne les a pas empêchés d'explorer davantage la demeure délabrée. Ils sont montés au deuxième étage, et alors qu'ils étaient occupés à fouiller tous les recoins et prendre ce qu'ils trouvaient d'intéressant, l'un d'eux s'est exclamé de regarder en haut du mur. Lorsque les autres ont levé les yeux, ils ont tout de suite remarqué le mot sur le mur, qui disait « Sortez ». Mais évidemment, ils ne l'ont pas pris au sérieux et ont éclaté de rire. Ils se sont mutuellement félicités de leur courage, puis ils ont fait demi-tour pour redescendre à l'étage inférieur. Alors qu'ils marchaient, Nina, l'une des adolescentes du groupe, a soudainement chuchoté qu'elle avait vu quelque chose bouger derrière Jeff. Ce dernier s'est tourné avec sa lampe torche, mais il n'y avait rien du tout. Envahis par une impression étrange, ils sont redescendus au premier étage, et en repassant devant la pièce qu'ils avaient visitée, ils se sont figés. L'ours en peluche qui était sur la chaise quelques instants plus tôt avait disparu. Sous le choc, ni Jeff ni ses amis n'ont réussi à dire quoi que ce soit, et sans prononcer un mot, ils se sont mis d'accord pour quitter cette maison aussi vite que possible. Il y avait une porte de sortie qui était connectée à la cuisine, ils ont donc rapidement couru vers elle. À ce moment précis, un des adolescents a laissé échapper un cri de surprise. Tout le monde s'est lentement tourné vers la direction qu'il pointait, pour voir l'ours en peluche, posé là. Il était assis à la table à manger, tourné vers eux comme s'il les regardait. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont pu voir le même message qu'ils avaient vu dans la pièce du haut. « Sortez !» Jeff et ses amis étaient désormais submergés par la terreur. Ils ne voulaient qu'une chose, sortir de là aussi vite que possible. Jeff a voulu faire demi-tour en courant, mais il n'a réussi à faire qu'un seul pas avant d'être brutalement stoppé. Il y avait un homme se tenant juste devant lui, bloquant leur seul accès à la sortie. Il tenait un énorme couteau. Il semblait avoir la quarantaine et était dans un sale état. Jeff et ses amis étaient paralysés de peur et n'ont rien pu faire d'autre que regarder l'homme, incapable de bouger ou de crier. L'homme est resté immobile pendant un moment, puis a fait un pas dans leur direction, leur souriant d'un air sinistre. C'est à ce moment-là que Laura, une des amies de Jeff, s'est interposée entre eux et l'homme effrayant, armée d'une crosse de hockey qu'elle avait trouvée dans une des pièces. Elle lui a crié avec tout le courage qu'elle a pu rassembler de ne pas s'approcher d'eux. L'homme n'a pas dit un mot. Il a reculé de quelques pas, puis a lentement rampé dans un gros trou qui était caché derrière une chaise, dans un coin de la pièce. Les amis n'arrivaient pas à croire que ce qui venait de se passer était bien réel. Sans plus hésiter, au moment où l'homme a disparu hors de leur vue, ils ont couru pour leur vie. Ils ont réussi à sortir de la maison, mais poussés par la peur, ils ont continué à courir pour s'en éloigner. En les suivant, Jeff s'est tourné pour regarder derrière lui, et il l'a vu. L'homme se tenait derrière une fenêtre, leur faisant signe de la main en souriant calmement, comme si la situation était parfaitement normale. Lorsqu'ils ont enfin atteint un endroit sûr, très loin de la maison, ils se sont tous tenus là sans rien dire, pensant que c'était l'expérience la plus cauchemardesque qu'ils aient jamais vécue. Après ce soir-là, Jeff ne s'est plus jamais approché de cette maison, ni d'aucune autre maison abandonnée.